ça fait plusieurs fois que j'emploie le mot tenseur, donc le but maintenant c'est vraiment ça, c'est de vous expliquer ce que c'est. De tenseur. Alors est-ce que vous avez une idée déjà de ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce... Vous avez déjà entendu ce mot-là déjà? Ouais. Est-ce que vous avez déjà, vous avez déjà expliqué ce que c'était qu'un tenseur? Tenseur des contraintes. Ouais, c'est vrai que ça intervient en mécanique dans le tenseur des contraintes. Et vous vous rappelez comment on le note, le tenseur des contraintes? Genre ça? Petit sigma, comme ça? Et il y avait des indices, non? IJ, d'accord. Et donc c'est un truc à deux indices, donc c'est une matrice en fait. Voilà, donc un tenseur c'est une matrice. Voilà, non. Enfin, c'est plus que ça, mais effectivement ça se représente sous la forme de matrice, mais il y a vraiment une différence essentielle entre un tenseur et une matrice. Un tenseur c'est quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus dans la définition de tenseur que simplement ça. Un tenseur, c'est un objet qui a des propriétés très spécifiques quand on fait un changement de coordonnées. Vous avez, un tenseur, c'est une grandeur qui est définie, par exemple, si vous avez une matrice là pour sigma, effectivement le tenseur des contraintes c'est un bon exemple, vous avez le tenseur des contraintes qui s'exprime comme une matrice si vous prenez un certain choix de coordonnées dans votre espace. Si vous faites un changement de coordonnées, le tenseur des contraintes change, d'accord? Parce qu'il dépend effectivement des manières dont on repère les points dans l'espace. Un vecteur, c'est pareil. Si vous avez les coordonnées d'un vecteur, vous faites un changement de coordonnées, les coordonnées du vecteur changent. Les objets comme ça, il y a beaucoup d'objets qui, quand on fait un changement de coordonnées, changent, dont la description change en fait, et certains d'entre eux sont les tenseurs, c'est ceux qui ont des propriétés très spécifiques quand on fait les transformations de coordonnées. Donc je vais les énumérer et les décrire comme ça petit à petit. Il y en a essentiellement trois qu'on va rencontrer ici. Et ce qu'on appelle les scalaires, il va y avoir après les vecteurs et après les tenseurs plus généraux, et en particulier les tenseurs d'ordre 2 qui sont représentés par des matrices. Je vais commencer par les scalaires ici. Alors, je vais vous décrire ce que c'est, vous n'allez peut-être pas comprendre la subtilité vu que c'est tellement évident que vous allez vous dire oui, bah ça se passe comme ça pour tout. Donc je reviendrai sur la notion de scalaire une fois qu'on aura vu la version de la notion de vecteur. Un scalaire c'est défini de la manière suivante. Imaginez qu'on ait un certain jeu de coordonnées x mu, par exemple le temps x, y et z des coordonnées cartésiennes habituelles, et je fais un changement de coordonnées, et je passe à d'autres coordonnées x', par exemple je passe aux coordonnées sphériques, ou bien je fais un changement de référentiel, et puis je passe aux coordonnées cartésiennes, mais dans le nouveau référentiel. Bref, je passe d'une description à une autre. Un scalaire, c'est une quantité qui est définie de la manière suivante. C'est défini par ça. S', c'est dans le nouveau référentiel. Tout ce que je vais noter avec des primes, c'est dans le nouveau référentiel. S' en x', c'est égal à S en x'. C'est-à-dire que pour avoir la nouvelle grandeur scalaire S, il suffit que j'aille voir au point x', quelle était la valeur, l'ancienne valeur. Je vais le dire un petit peu mieux ça. Imaginez qu'on passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires dans le plan. Vous avez ici x et y, et je voudrais passer une description du même point, c'est-à-dire que je dessine au même endroit, où on a ici un point, ici ça je l'appelle R, et ça je l'appelle θ. D'accord? Le même point M qui est ici, là, je vais le décrire avec deux systèmes de coordonnées différents. Imaginez que je m'intéresse à une quantité qui dépend du point où on se trouve, par exemple la température, voilà, la température qui peut varier dans le plan. Cette température, je peux la noter T de x et de y. Ça veut dire quoi ça mathématiquement? Ça veut dire que ça c'est une machine, T, tout. Et je vais mettre dans la machine ici x et là y, et ça va me sortir un nombre. D'accord? Par exemple, imaginons que j'ai un système bizarre où la température, ça soit x fois y, et fois une constante qui fait que ça a bien la dimension de température. Imaginons, voilà, on a un plan dans lequel la température évolue de cette manière. Donc cette machine-là me dit, je prends x, y, je les multiplie, ça me donne la température au point x, y. Vous passez en coordonnées polaires. Ce que vous avez tendance à écrire, et ce qu'on vous fait écrire, si on me dit en coordonnées polaires, je vais l'écrire t de θ, de r et de θ. D'accord? Ça, c'est une débilité profonde. Enfin, on le fait parce que c'est pratique, mais il faut bien se rendre compte que prendre la même lettre ici que là, c'est extrêmement dangereux.
la température ici, au point qui est ici, n'est pas obtenue en prenant la machine T et en faisant le produit de R par θ. D'accord? Si je vous dis ici, je vais faire ça encore de manière peut-être plus explicite, si je vous dis prenez T de 1 et de 7. Si vous faites ça avec cette machine-là ou ça avec cette machine-là, ça ne va pas du tout être le même point. Le point qui a pour coordonnée 1, 7 en coordonnées cartésiennes, c'est pas le même que 1, 7 en coordonnées polaires. Cette machine-là n'est pas du tout la même. Ça serait quoi ça d'ailleurs? Ça serait compliqué, il faudrait exprimer ici x en fonction de r et de θ, remplacer là-dedans x en fonction de r et de θ, y aussi, et voir quelle machine ça donne en r et en θ. Donc ça, il faudrait mieux le noter T'. Ça, c'est dans le nouveau système de coordonnées ici, polaire, voilà, j'ai une nouvelle machine T' qui n'est pas la même que celle-là, qui ne fait pas la même chose de ce qu'on lui entre dans ces deux cases ici. Un scalaire, c'est une quantité pour laquelle cette grandeur-là est égale à celle-là, c'est-à-dire que la température que j'obtiens au point de coordonnées rθ, c'est celle qu'on avait au point de coordonnées x et y, si x et y et rθ décrivent le même point. Donc encore une fois, ça vous semble évident, ça. Je vais vous montrer maintenant sur les vecteurs que ça ne se passe pas forcément comme ça, et je reviendrai sur ça tout de suite après. Par opposition à ça, quand vous avez un vecteur, là c'est beaucoup plus compliqué que ça, un vecteur. Parce que un vecteur, il faut savoir qu'on est au point M ici, un vecteur ça a des coordonnées ensuite. Donc je prends ce vecteur-là. Si je m'intéresse maintenant à V, une quantité vectorielle, alors je ne vais pas l'écrire en bleu parce que vous ne voyez rien, mais c'est le vecteur bleu qui est là-bas. V de x et de y. Je fais un changement de coordonnées. Changement de coordonnées, ça veut dire que la machine qui me dit que vaut V en tout point de l'espace n'est plus la même, donc je vais l'appeler V'. Donc maintenant c'est de R et de θ. Mais en plus, comme j'ai changé de système de coordonnées, j'ai aussi changé de vecteur de base sur lequel exprimer V. Là, V, je l'écris comme, c'est quelque chose en fonction de UX et de UY. Et ça, je vais l'appeler VX et VY. Ça, c'est VR fois UR plus Vθ fois Uθ. Donc non seulement les quantités ici Vx et Vy qui dépendaient de X et de Y dépendent maintenant de R et θ, mais en plus on a changé les vecteurs sur lesquels on exprime tout ça. Donc l'objet qui est ici, il est relié de manière beaucoup plus compliquée à celui-là que ne l'était ça à ça. Ça c'est juste un nombre, en fait la température ici c'est un scalaire, c'est juste un nombre en tout point de l'espace. Un vecteur c'est pas juste un nombre, c'est deux nombres en fait, ici c'est une direction et une norme. Et donc du coup la loi de transformation qui décrit comment un vecteur se transforme par changement de coordonnées est plus compliquée que celle-là. Et bien je vais vous la donner en fait pour un vecteur. Ce qu'on appelle un vecteur, c'est quelque chose qui se transforme de la façon suivante. Je vais noter V avec un mu en haut. Et ce que vous ne savez pas, par contre, ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que des vecteurs, il y en a de deux sortes. Il y a deux choses qu'on appelle des vecteurs en maths. Il y a ça, ceux qui s'expriment de la façon suivante, pour lequel V' mu est égal à d rond x prime mu sur d rond x mu fois V mu. Donc si je fais un changement de coordonnées de ces coordonnées-là à celles-là, les coordonnées de chacun des vecteurs ici sont modifiées de cette manière-là. Ça, ce sont les vecteurs que vous connaissez, vous. Et on leur donne un nom, on appelle ça les vecteurs contravariants. Si vous faites l'exercice, vous prenez un vecteur dans le plan, vous faites une rotation et vous regardez comment sont modifiées les coordonnées de ce vecteur par rotation, vous allez vraiment tomber sur ça. Ça, je ne veux pas le faire maintenant, je vous laisse le faire, mais voilà, on tombe sur quelque chose comme ça. Ce sont les vecteurs que vous connaissez là-dessus. Le vecteur position, par exemple, obéit à ça. L'autre type de vecteur qu'on rencontre, donc je vais mettre un S ici, je vais continuer, parce que j'ai effacé ça pour faire de la place, mais finalement je vais quand même continuer là. On les note avec un indice en bas, et eux ils sont reliés à V de cette manière-là. Donc c'est X nu, du coup, V nu. Et il faut intervenir non pas les dérivés du nouveau par rapport à l'ancien référentiel, mais
l'inverse. Et on a aussi des grandeurs qui se modifient de cette manière-là. Je vais vous montrer des exemples de ces deux types de vecteurs là, et vous allez voir vraiment sur des exemples simples pourquoi est-ce que des vecteurs peuvent se construire de manière différente. Si je prends le vecteur déplacement élémentaire, voilà, j'ai un événement dans l'espace-temps, puis un autre événement qui n'est pas loin dans l'espace ni dans le temps, et ils sont séparés par dt', dx', dy', dz', que je note collectivement de cette manière-là. Ça, c'est relié de manière... c'est automatique, en fait, c'est les maths qui nous disent ça. Si je veux savoir comment est-ce que ça, c'est relié aux différents dx mu, ça, c'est simplement donné par d rond sur d rond x nu de x' mu. Ça, c'est simplement la dérivée en chaîne. Vous avez cette grandeur-là qui dépend, qu'on peut exprimer en fonction des x nu. Et quand on regarde comment est-ce que varier les x nu fait varier le x' mu, ben on a ça. On a ici le fait que cette quantité-là varie via le x nu qui est ici. On multiplie par ça. Je vais peut-être l'écrire d'une manière un peu différente. J'ai déjà écrit ça 2 fois. Et je me rends compte que ça, c'est vraiment le truc difficile. Donc, si vous avez une fonction comme ça, de ce type-là, et que je veux dériver ça par rapport au temps, donc, simplement, on calcule la différentielle de ça, df. Comment est-ce que f varie si t augmente un petit peu? Ça varie parce que via t, vous avez x qui augmente, donc la variation de x induit la variation de t induit une variation de x, si x dépend de t. Et donc ça s'écrit d rond x sur d rond t fois d rond f sur d rond x. Alors si x ne dépend que de t, même ici c'est un d droit. On peut avoir plusieurs situations, mais voilà, si dx ne dépend que de t, on a ça. Donc ça c'est la partie de la variation de f qui est due à la variation dt, donc je rajoute le dt qui est ici. Donc dt augmente ou change, enfin vous avez une variation dt donc qui fait varier x ici, donc qui induit cette variation-là de f. Ça fait aussi varier cette partie-là, parce que si t varie, ben vous avez aussi y qui varie. Donc vous avez dy sur dt fois d rond f sur d rond y dt. Et puis vous avez la même chose sur z. dz sur dt, d rond f sur d rond z fois dt. Et donc df sur dt, c'est la somme de ça plus ça plus ça. Donc la variation de f par rapport à une variable, ça fait intervenir la variation de toutes les variables implicites à l'intérieur. C'est exactement ça qui est écrit ici. Si j'écris x' mu comme une fonction des x nu, l'expression que j'ai écrite ici, ça devient celle-là. Et vous voyez ici du coup que effectivement cette grandeur-là, prise comme une grandeur à 4 valeurs possibles, mu peut valoir 0, 1, 2 ou 3, et ben c'est vraiment un vecteur dans ce sens-là. C'est-à-dire que la manière dont ça se transforme, c'est via les dérivés de x' par rapport aux dérivés de x, par rapport à x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Lui, il est effectivement contravariant. Donc, et ça, ici, j'ai pris un déplacement élémentaire, mais du coup, c'est aussi le vecteur position. Le vecteur position habituel, il est contravariant. Et vous remarquez que j'ai toujours mis un indice en haut pour ces trucs. Maintenant, un exemple de vecteur qui a 4 indices aussi, qui ressemblerait à un vecteur, mais qui n'en est pas un dans ce sens-là, c'est le gradient. Si vous calculez, par exemple, vous avez une fonction phi, et vous calculez la dérivée d mu phi. Donc ce que j'appelle d mu phi, c'est d rond phi sur d rond x mu. C'est la dérivée de phi par rapport à une grandeur. Ça, c'est un objet à 4, mu peut prendre 4 valeurs, donc ça peut être représenté comme un quadrivecteur. Et ça, si je veux la valeur de ça pour l'observateur prime, ça vaut quoi ça? Eh bien, c'est la dérivée par rapport au x prime. Et ça vaut donc d rond phi sur d rond x nu, du coup, d rond x nu sur d rond x prime mu. Donc je dérive ici donc la dérivée par rapport au x prime, je fais intervenir la variation implicite de phi dans les x nu. Donc j'introduis ici cette somme comme je l'ai fait là d'ailleurs. Et on se retrouve du coup ici avec ça, c'est ce que appelait le premier observateur le gradient mu. Donc ça c'est d rond mu phi, c'est le gradient pour le premier observateur. Et il faut multiplier ça donc, par cette grandeur-là. Vous voyez que ce qui intervient maintenant dans la transformation ici, ça, c'est de ce type-là. Et non pas de ce type-là. Cette grandeur-là ne se transforme pas de la même façon que celle-là par un changement de coordonnées. Vous pouvez faire l'exercice aussi, vous prenez une fonction phi de 2 variables, vous calculez son gradient,
faites une rotation du repère, vous recalculez le gradient, et vous allez voir que ça va s'être transformé d'une manière différente du vecteur position. On note collectivement ça, habituellement vous avez l'habitude de noter ça, grade, phi avec une flèche, et ça vous notez dx ou dr avec une flèche. Vous notez de la même façon. Ça, on va voir tout de suite pourquoi, en fait. C'est pas complètement débile non plus. Il se trouve que quand on a des coordonnées qui sont orthogonales, un système, par exemple des coordonnées cartésiennes, ça et ça, en fait, ça donne la même chose. D'accord ? Mais de manière générale, c'est pas le cas. Alors ça, j'ai pas donné le nom aux coordonnées qui sont ici. Là, je sais pas si je l'ai dit ou pas. Ça s'appelle des coordonnées covariantes. Donc, les premières, elles sont contravariantes. Et celles-là, elles sont covariantes. Donc, vecteur covariant ici. Et alors, quand on a un vecteur contravariant donné, on a une manière de passer au vecteur covariant, etc. En fait, on a une relation qui est fondamentale. C'est qu'on a que V nu fois V nu, ça c'est la norme de V au carré. On a une somme ici sur les indices, donc pour avoir la norme d'un vecteur, il faut faire la somme d'une composante contravariante avec la composante covariante associée et faire la somme de ça. Vous avez vu, vous, de manière plus générale, que quand vous avez des coordonnées orthogonales, ça c'est la somme des produits des différentes coordonnées. C'est Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. De manière générale, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça nous permet aussi du coup de donner une interprétation géométrique de la composante covariante. On va voir ça tout de suite là. Donc on va maintenant, en dimension 2, on ne va pas faire des choses plus compliquées que ça. En dimension 2, je vais vous montrer ce que c'est que ces coordonnées covariantes. Pour ça, on va faire le calcul suivant. Imaginons qu'on a un repère comme ça avec des axes qui ne sont pas orthogonaux entre eux. C'est pas de la 3D ici, c'est vraiment dans le plan, c'est juste ces deux vecteurs qui sont, ces deux axes qui sont pas orthogonaux l'un à l'autre. Et je considère un vecteur ici que je vais noter V. Ça va être l'axe X, ça va être l'axe Y. Ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur V dans cette base-là, habituellement pour vous, c'est coordonnées contravariantes. Là, vous vous rappelez, on mène comme ça les parallèles aux deux axes. Et la grandeur qui est ici, là, celle-là, on la note du coup V avec un X en haut. Celle-là, on la note V avec un Y en haut. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, on va montrer ici, on va montrer que la définition que je vais vous donner maintenant des coordonnées contravariantes, des coordonnées covariantes, mène à l'expression qui est ici pour la norme. Et pour ça, c'est vraiment simple. En fait, on mène ici la perpendiculaire à cet axe-là. C'est ça qu'on appelle V, X en bas. Et là, on mène la perpendiculaire à cet axe-là. Et lui, là, on l'appelle V, Y en bas. C'est aussi une manière de repérer un vecteur. Hein. C'est complètement non ambigu. Si, à la limite, vous auriez pu apprendre à repérer les vecteurs comme ça, et ça donne une manière univoque de repérer un vecteur, si on fait ça. Ben voilà, ça, c'est les coordonnées covariantes. Et je vais montrer tout de suite là que, effectivement, la norme du vecteur V ici, donc ce qu'on va montrer, c'est que la norme du vecteur V au carré est donnée par Vx plus Vy, Vy. Et non pas par Vx carré plus Vy carré. Ça, c'est faux. Si vous le faites ici dans ce cas-là, ça va donner un résultat complètement faux. C'est ça l'expression correcte qui donne la norme de V dans le cas de coordonnées de ce type. Alors pour ça, ça se fait assez bien en fait. Voilà. Cette longueur-là, je vais l'appeler H et je vais appliquer Pythagore à deux triangles différents. Je vais d'abord appliquer Pythagore au grand triangle qui est ici, là, vous voyez. Dans ce triangle-là, Pythagore me dit que la norme de V au carré, ce que je cherche, donc c'est lui, je vais le noter comme ça à partir de maintenant. Donc la norme de V au carré, c'est ça au carré plus ça au carré. C'est-à-dire c'est H2 plus cette grandeur-là au carré, c'est-à-dire Vy en bas au carré. Par ailleurs, dans le petit triangle maintenant qui est ici, je peux encore appliquer Pythagore, et dans le petit triangle qui est ici, je trouve que, alors attention, l'hypoténuse c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est cette distance-là aussi. Celle-là, c'est la même que celle-là. Ça, c'est Vx en haut. Donc Vx en haut au carré
est égal à, dans ce triangle-là, h carré, plus cette distance-là, qui vaut vy en bas, moins vy en haut, au carré. Je vais développer ça. H2 plus vy en haut, carré, plus vy en bas d'abord, puis en haut, carré, moins 2, vy en bas, vy en haut. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien développé, plus, et puis ici on a un moins, voilà. Ça, je vais le remplacer ici par v carré, il est là. Donc ça fait simplement v carré plus v y en haut au carré. Alors vous voyez, ça peut être un peu maladroit, hein. Ici on a le carré, puis on a le v en haut. Bon, je ne mets pas de parenthèse pour ne pas alourdir, hein, on voit bien. Le carré à chaque fois, c'est le symbole qui est devant, qui est au carré. v y. Et ça, je vais l'écrire. V carré est égal, et je vais passer tout le reste de l'autre côté. Ça donne Vx en haut au carré, moins Vy en haut au carré, plus 2 Vy, Vy. Un en haut, un en bas. Voilà, donc ça c'est la relation que j'obtiens en triturant un peu les longueurs dans le triangle qui est ici. Bah, vous voyez que je peux faire pareil en bas, je peux faire pareil dans le triangle qui est ici, ça reviendra simplement à remplacer, à échanger le rôle de x et de y finalement. Ici, là j'ai fait tout ça avec les vy en haut, vy en bas. Bah, si je fais tout ça avec la longueur qui est ici, cette fois-ci h', et puis dans le triangle qui est là, j'obtiens la même relation en échangeant vx et vy. Vous pouvez le vérifier en refaisant les mêmes calculs similaires là. Et donc j'obtiens ça. Vx en haut. Et vous voyez du coup qu'en faisant la somme de ces deux grandeurs-là, ça plus ça, vous avez ici 2v carré qui est égal à, ça simplifie avec ça, et ça simplifie avec ça. Et il reste ici égal à 2 vx plus vy. Donc les deux simplifiés, on trouve effectivement la relation qui est ici. Donc voilà, ça vous montre qu'effectivement, si on définit les coordonnées covariantes géométriquement, si on se représente de cette manière-là, et les coordonnées contravariantes en faisant des projections parallèles aux lignes et des différents axes, et ben on tombe effectivement sur la relation qui est ici. Donc cette distinction entre covariante et contravariante, elle va jouer un rôle important en relativité générale. Parce qu'on est toujours en train de faire des changements de coordonnées en relativité générale, et il faut vraiment savoir du coup comment les grandeurs se transforment. Quand on ne fait pas de relativité, c'est important aussi, en particulier, savoir qu'un gradient, ça ne se transforme pas comme le vecteur position, ça peut aussi avoir son importance. Vous avez été très rarement, je pense, amené à faire explicitement une transformation de coordonnées et à regarder comment le vecteur avait changé, donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas cette propriété, mais il faut aussi faire attention à ça quand on manipule des vecteurs en dehors du cadre de la relativité générale. Et dernière remarque sur ça, vous voyez que si les axes ici deviennent orthogonaux, vous voyez que les deux procédures donnent la même chose finalement. La projection bleue ou le pointillé blanc donnent la même chose dans les deux cas. La formule qui est ici revient à celle que vous utilisez d'habitude, à Pythagore en fait, quand on a des axes orthogonaux. Donc là, je vous ai défini ce que c'était qu'un scalaire, ce que c'était que les deux types de vecteurs qu'on peut rencontrer. Et de manière plus générale, donc ce qu'on appelle un tenseur, c'est un objet qui a autant d'indices que vous voulez et qui se transforme suivant sur les mêmes lois que ce qu'on vient de voir ici. Donc on a ensuite des objets un peu plus élaborés, qui n'ont donc pas un indice comme les vecteurs, mais plusieurs indices. Et on introduit ce qu'on appelle des tenseurs. Et alors en particulier, donc je vais en écrire plusieurs ici, un tenseur de rang 2, c'est-à-dire qu'il va avoir deux indices, et qui est covariant. C'est un objet qu'on va noter, vous avez deux indices en bas, covariant, donc c'est comme les vecteurs, ce qui est covariant, on met les indices en bas. Et ça obéit à la loi de transformation suivante. La version prime de cet objet est obtenue à partir de la version non prime en dérivant du coup le x par rapport au x', dérivant x' nu fois t alpha bêta. Donc ici vous avez, en fait ça c'est ce qu'on avait obtenu, ce qu'on avait écrit dans le cas d'un vecteur covariant. Ben voilà, un tenseur de rang 2 covariant. Il y a deux termes de ce type-là qui interviennent dans la transformation.
un tenseur de rang 2 qui est contravariant s'écrit, lui, avec des indices en haut, et se transforme par un changement de coordonnées de la façon suivante. On a cette fois-ci les dérivés des x' par rapport au x, et ici c'est nu alpha, et rond x' nu sur des ronds x bêta, t alpha bêta. Et enfin, on peut avoir un tenseur mixte. On peut avoir certaines de ces composantes donc il peut avoir des indices en haut et en bas, par exemple t nu et nu, et qui se transforment suivant un de ces indices de la même manière qu'un tenseur covariant, c'est-à-dire avec ça, des ronds x alpha sur des ronds x' mu, ici avec t alpha, et là d rond x' sur d rond x, du coup ici c'est un nu, bêta et bêta. Donc il se transforme suivant alpha comme une quantité qui est covariante et suivant bêta ici comme une quantité qui est contravariante. Et donc ça c'est un tenseur qu'on dit mixte, et on peut avoir toutes les combinaisons comme ça. On peut ensuite avoir des tenseurs plus compliqués, tenseurs avec plein d'indices. On peut avoir t, mu, nu, bêta, et avec un alpha ici par exemple. Voilà, on peut avoir ça, et ça se transformerait avec 3 termes de ce type là et un terme de ce type là. Alors je mets des espaces ici, vous voyez que je n'aligne pas tout à fait, je ne mets pas les choses les unes au-dessus des autres. Ça a une importance de savoir quel est l'indice qui est covariant ou contravariant là-dedans. Si je mettais le alpha ici, on ne saurait pas quel est le premier indice en fait. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on dit bien le premier indice est covariant, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième lui est contravariant. Il faut tenter de garder, essayer au maximum de garder comme ça la trace de l'ordre des indices de ces objets-là pour savoir de quelle manière ils se transforment. Ce qui est important ici, c'est si on veut faire une transformation de coordonnées, savoir est-ce que le premier indice c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là. Si on avait collé les deux ici, on aurait eu l'intuition. Et alors pour faire passer de la composante covariante à la composante contravariante, on a la relation suivante. V mu, je l'écris pour un vecteur, mais ça sera aussi vrai pour un tenseur. V mu, ça s'écrit comme ça, c'est G mu, c'est G en fait qui permet de faire ça. Voilà, V mu. Donc vous prenez V avec les composantes contravariantes de V, vous multipliez ici par G mu, il y a une somme implicite sur G, donc il y a ici une somme de 4 termes, et ça donne le V avec sa composante covariante. Et ça vous explique qu'effectivement, quand on fait V mu, ça donne. Alors, lui, je vais le noter G mu alpha V alpha fois V mu. Et ça, c'est vraiment donc, ça là, c'est ce qui donnait la norme du vecteur V tout à l'heure, et on le voit ici. Vous voyez que je vous avais déjà dit plusieurs fois que G, c'était tenseur métrique, c'est-à-dire c'est ce qui transformait des coordonnées ici en une distance, en une longueur. Ben voilà, vous voyez que ici, à partir des deux coordonnées qui sont là, le tenseur G mu nu ici transforme du coup cet écart de coordonnées en ici la norme au carré du vecteur, donc quelque part quelque chose qui ressemble à une longueur. Donc c'est pour ça que c'est le tenseur métrique lui-même qui fait passer de V mu covariant à V nu ici contravariant. Et la relation inverse est vraie aussi. On aurait que V mu en haut, c'est égal à G nu en haut, V nu en bas. Le tenseur qui est ici, c'est l'inverse de G. J'ai déjà introduit cette notation-là. Alors je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure de tenseur métrique, là, comme si c'était évident que G était un tenseur. Pour l'instant, G, je vous ai juste donné sa définition, mais je ne vous ai pas montré que c'était un truc de ce type-là. En fait, c'est extrêmement rapide, ça prend une ligne de calcul. Je ne vais pas le faire pour plein de tenseurs, mais pour lui, je vais le faire. On va montrer ensemble que G mu nu, c'est un tenseur de ce type-là. Pour ça, je vais écrire la définition du tenseur métrique que j'avais déjà écrite. C'est-à-dire G mu nu, sa définition, c'était eta alpha bêta
Et vous vous rappelez, ça intervenait dans la transformation entre un référentiel inertiel et un référentiel quelconque. J'avais noté xi, les coordonnées dans le référentiel inertiel, et le tenseur métrique était donné par cette grandeur-là. Ça, c'était la définition de G mu. La question que je me pose maintenant, c'est que vaut G' mu nu si je me place dans un autre référentiel, non plus avec des coordonnées x nu, mais avec des coordonnées x nu. Alors ça, c'est simple, parce que d'une part, ça vaut, il suffit que je reprenne la définition, hein. Pour l'autre observateur, bah, lui, il part aussi d'un référentiel inertiel, et puis il calcule ça comme ça. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça c'est relié à ce qui est au-dessus. Ben, ça, c'est vraiment simple du coup, puisque ça, c'est donné par dérivé par rapport à x' mu, c'est dérivé par rapport à x sigma, par exemple, dérivé sigma, x sigma par rapport à x' mu. Donc, ce que je fais ici, c'est que la dérivée d'un des xi par rapport à un des x', et ben, j'utilise la relation ici, la dépendance implicite de xi en x. C'est toujours la même expression que j'utilisais tout à l'heure. Hein, et je mets ici un nouvel indice muet sigma. Et voilà, donc le truc jaune qui est ici, c'est transformé en ça. Mon expression n'est pas finie. Il y a aussi le deuxième. Donc lui, ben, de la même façon, lui, je vais aussi l'écrire d rond xi bêta sur d rond x. Du coup, ici, ça va être ρ, par exemple. D rond x ρ sur d rond x' mu. Et ça, c'est ça. Bon. Là, vous voyez apparaître là-dedans. C'est bon, ça fait beaucoup de couleurs. Lui, avec lui et avec lui. Ça s'écrit simplement. Donc, état alpha bêta, ça ressemble à ça. Dxi alpha sur dx quelque chose, ça ressemble à ça. Dxi bêta sur dx autre chose, ça ressemble à ça. Bah oui, bah ça c'est simplement, donc ce que j'ai souligné en vert, c'est simplement G sigma et ρ. Si je vous demandais de prendre la formule qui est ici et d'écrire G sigma ρ, donc changer le nom des indices, vous auriez écrit les trois termes qui sont soulignés ici. Et donc c'est ça fois bah, les deux termes qui restent, il y a lui là, d rond x sigma sur d rond x' mu, d rond x ρ sur d rond x' nu. On trouve effectivement ici une relation ici qui est la même que celle-là. Et donc le tenseur G mu nu se transforme bien suivant cette relation-là quand on fait un changement de coordonnées. Donc ça vous dit que G mu nu est bien un tenseur. Alors les tenseurs, pourquoi est-ce que je vous parle de tenseurs ici? Quel va être l'intérêt de ces tenseurs? C'est en fait le même intérêt que les vecteurs en mécanique, même si on ne vous met pas beaucoup, forcément tout le temps en évidence. L'intérêt des tenseurs, c'est que quand on a des égalités entre les tenseurs en physique, on sait que ces égalités vont être valables dans tous les référentiels avec tous les systèmes de coordonnées. Si dans un système de coordonnées, j'ai deux tenseurs qui sont égaux, comme c'est des tenseurs, ils se transforment de la même manière quand je fais un changement de coordonnées, bah, s'ils étaient égaux et que je les transforme de la même manière, et bah, ils vont rester égaux dans la suite. Donc en fait, les tenseurs, les égalités tensorielles sont valables dans tous les référentiels. C'est vraiment un point important qui va nous servir après dans la suite. De la même manière, quand vous faites de la physique d'habitude, on est toujours en train d'écrire dans la marge quand on corrige vos copies. Attention, à gauche c'est un vecteur, à droite c'en est pas un. Donc, des fois, je vois, dans des copies de L1, je vois f est égal à mg. Comme ça. Moi je crise, ça va, c'est épidermique là, ça va pas. Dans un vecteur là, c'en est pas, donc ça peut pas. C'est pas possible. Voilà. Je m'énerve encore. Bon, bref. On se calme. Donc on doit avoir forcément, alors ça je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça me fait pas réagir.
tout de suite, avant d'avoir regardé ce que ça veut dire. Mais on a bien une égalité entre deux vecteurs, deux trucs avec des flèches, voilà. De la même manière, en relativité, on écrit des égalités qui sont valables entre des tenseurs, et des tenseurs de même type. Si on ne pourra pas écrire quelque chose comme V mu est égal à 3 fois T mu, ici avec un haut et un en bas. Parce que si ça c'est vrai dans un système de coordonnées, quand je change de système de coordonnées, lui va se modifier d'une façon, lui d'une autre, et l'égalité sera détruite. Ce qui peut être vrai, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ça me fait réagir de la même manière que ça. Ça a autant de chances d'être vrai que ça. Après, il faut voir si ça l'est ou pas. Et il s'agit, là je suis en train de parler de correction de copie, je n'ai pas besoin de vous raconter ma vie, on s'en fout, mais quand on fait de la relativité, on essaye d'écrire justement des relations entre des tenseurs. Ça va jouer un rôle vraiment super important dans la suite, parce que ce qui mène aux équations d'Einstein qui permettent de décrire la courbure, je peux vous le dire en deux mots, hein. La courbure sur une surface ou dans un espace-temps va être décrite par une quantité qui est un tenseur, qui s'appelle tenseur de courbure. Et Einstein s'est dit, ce tenseur de courbure, il est probablement déterminé parce qu'il se trouve dans l'univers, donc voilà, par la masse qui est là, etc. Parce qu'il savait que la courbure, c'est ce qui déviait la trajectoire des corps, et que par ailleurs, les masses, c'était ce qui déviait la trajectoire des corps aussi. Donc il s'est dit, probablement, s'il y a une masse quelque part, ça change la courbure. Et il ne s'est pas dit, tiens, je vais écrire le tenseur de courbure est égal à la masse. Ça va pas, la masse c'est un nombre, c'est un scalaire, le tenseur de courbure c'est un tenseur. Donc il a cherché un tenseur qui était relié à la masse, il en a trouvé un, on y reviendra ça plus tard, et il écrit une égalité entre deux grandeurs qui faisait intervenir le tenseur de courbure et un tenseur qui décrit le contenu de l'univers. Il a dit, voilà, j'ai pas le choix en fait. Si je veux une égalité entre les tenseurs, c'est ces deux trucs-là qui doivent être égaux, poum. Et ça donne les équations d'Einstein qui vont en fait déterminer absolument tout le reste dans la suite. D'accord ? Donc il s'agit vraiment d'une remarque importante ici, hein. C'est pas seulement que les égalités tensorielles sont valables dans tous les référentiels, c'est aussi que des égalités ne peuvent être que tensorielles, si on veut qu'elles soient générales. D'accord ? Alors, dernier truc que je veux vous dire sur tout ça. Donc ça me permettra de finir avec ces questions-là liées vraiment à l'aspect purement formel sur les tenseurs. On pourra commencer la prochaine fois avec un truc plus intéressant. Je vous préviens, ça ne va pas être intéressant là, pendant 10 minutes, c'est juste des trucs qui vont être utiles. Donc ces tenseurs-là, on peut montrer qu'il y a plusieurs règles qui régissent leur... Bref, je vais vous montrer plusieurs propriétés des tenseurs. Si on a deux tenseurs de tenseurs analogues, c'est-à-dire de même rang et puis qui sont covariants ou contravariants de la même manière, on peut les ajouter. Tout ce que je vais vous montrer ici comme propriété, je vais les montrer avec des tenseurs de rang 2 covariants, juste pour prendre un exemple, mais ça sera valable où qu'on mette les indices. T mu nu et V mu nu, par exemple, ça c'est un tenseur, ça aussi. S'ils sont de même rang et qu'ils ont les indices à la même place, là, leur somme est aussi un tenseur. Leur somme, d'ailleurs, ou leur combinaison linéaire, soyons fous. Donc, la combinaison linéaire de deux tenseurs est un tenseur. Ça se démontre très facilement. On regarde comment est-ce que ça se transforme par changement de coordonnées. On prend le prime de tout ça et on montre que si on connaît le prime de lui et le prime de lui, en fait les primes s'ajoutent et puis on a une transformation qui est la même pour la somme que pour les éléments individuels de la somme. Bon. Donc effectivement les tenseurs s'ajoutent entre eux. Si j'ai deux tenseurs de type T mu nu, toujours T mu nu et puis oui, V mu nu par exemple, je vais garder les mêmes. On a aussi une autre propriété, c'est que le produit T mu nu, et je vais changer de lettre ici parce que je ne veux pas qu'il y ait de contraction, et V alpha bêta. Donc j'ai 4 indices ici, et je prends un objet qui est constitué du produit de ces trucs-là. Donc attention, hein, ici mu peut prendre 4 valeurs différentes, V aussi, donc ça c'est un objet à 16 composantes. Ça aussi, donc en tout ça fait 16 fois 16, ça fait 128, ça. Je sais pas. Non, ça fait 2 puissance 8, ça tu sais les puissances de 256. C'est ça? Ok. Donc cet objet ici a 256 composantes, et ça, donc c'est un tenseur. Donc du coup, de rang 4. Et il est celui-là complètement covariant. Si on avait ici multiplié un tenseur covariant par un tenseur contravariant, on aurait eu un truc à 4 indices qui est 2 fois covariant et 2 fois contravariant. Voilà. Avec des vecteurs, par exemple, si je fais V mu et puis fois W, un autre vecteur alpha, ça c'est un tenseur de rang 2.
Je pourrais noter T, mu et alpha comme ça. Il sera une fois covariant, une fois contravariant. Attention, tout vecteur, tout tenseur de rang 2 ne s'écrit pas forcément comme un produit de vecteurs. Donc c'est pas parce que j'ai par exemple T alpha bêta que ça je pourrais l'écrire sous la forme V alpha et V bêta. C'est exactement comme en mécanique quantique le coup de l'intrication. On peut intriquer les vecteurs. Ici par exemple je prends un vecteur V, un vecteur W que j'écris sous la forme V alpha W bêta plus V bêta W alpha. Voilà, ça c'est un tenseur de rang 2. Je peux noter T alpha bêta. Et ça, vous ne pourrez jamais le mettre sous la forme d'un produit de deux vecteurs qui ont des composantes bien définies. Donc, le produit de deux vecteurs est un tenseur de rang 2, mais un tenseur de rang 2 ne se décompose pas forcément comme un produit de vecteurs. Voilà. Et la dernière opération qui va nous être très utile aussi, c'est ce qu'on appelle la contraction. Un vecteur T mu alpha et un autre, un tenseur T mu alpha et puis un autre tenseur que je l'ai appelé comment là-bas V alpha mu. Et donc je somme ici, attention, l'indice est répété, donc ce qu'on va appeler une contraction, c'est la somme sur les indices ici, je mets le même ici et je somme sur les 4 valeurs possibles. Et ça en fait, donc c'est un tenseur de rang 2 que je peux noter W mu. Ça, c'est un tenseur de rang 2. Et c'est assez mécanique. En fait, il se mange les indices. En fait, hein. Donc, le fait que ça et ça somme, ça veut dire que tout ça, ça devient un objet qui a juste deux indices, un en bas, un en haut. Voilà. La contraction ne se fait qu'avec un indice en bas et un autre en haut. Ça n'a pas de sens, en fait, d'écrire T mu alpha, V alpha, et puis nu, par exemple. Ça n'a pas de sens. Vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de sommer les 4 composantes de ces trucs-là, vous pouvez. On a le droit de faire des sommes, hein. Il n'y a pas de loi qui interdise de sommer 4 trucs, donc vous pouvez. Mais l'objet que vous allez obtenir comme ça ne sera pas un tenseur. Si vous regardez comment ça se transforme, ça se transforme ça, pas du tout comme un tenseur ni covariant ni contravariant. Donc la démonstration du fait que par exemple ça c'est un tenseur, elle est dans les notes, elle est faite vraiment explicitement, et donc vous pourrez voir à quel moment est-ce que le fait que lui il est en haut et lui en bas ça intervient. En fait, il y a 2 choses après du coup qui se simplifient dans la démonstration. Si vous essayez de prendre cette démonstration-là et de la reprendre dans ce cas-là, vous verrez que ça ne marche pas. Il y a des choses qui se simplifient dans ce cas-là et qui se simplifient plus ici. Okay. Alors, je m'arrête ici du coup pour de bon pour ce cours-là. On a encore terminé sur des choses assez compliquées, enfin assez techniques. La prochaine fois, ça sera normalement beaucoup plus... il y aura des choses beaucoup plus simples. Je vous conseille de revoir pour la prochaine fois, alors, ou pas, sinon ce sera surprise, mais il y aura de la combinatoire la prochaine fois. Genre, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on calcule le nombre de manières qu'il y a de tirer 3 billes dans 4 cases, sachant que les billes sont indiscernables et puis qu'on remet au pot à chaque fois qu'on tire une bille.